Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Réfracteurs en ce mois consacré à Sidney Lumet. Je suis Charlotte et je suis accompagnée aujourd'hui de Faye et Sophie. Salut Sophie, salut Faye. Coucou. Salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui nous tenait à cœur et il s'agit du Crime de l'Orient Express qui date de 1974 et qui a la particularité d'avoir un casting plus que 5 étoiles, quoi. C'est vraiment l'Orient Express du casting, quoi. On pourrait dire 12 étoiles. On pourrait dire 12 étoiles, même plus, 12 parce étoiles, que ouais. c'est assez Il y en a impressionnant. plus que 12. Ouais. Donc on est pendant ce mois Lumet, on s'attache à parler de certains des films qui nous ont particulièrement marqués. Et est-ce que l'une de vous veut expliquer à quel moment de la carrière de Lumet on est à ce moment-là, en 1974 ? Il est plutôt à l'aise a priori, vu le nombre de stars qui ont accepté de participer au film. Sidney Lumet, c'est un réalisateur assez connu, mais un peu... Enfin, peut-être pas assez vu sa filmo, vu c'est important de sa filmo, puisque c'est quand même le réalisateur de, entre autres, 12 hommes en colère, Serpico, Un après-midi de chien. Mais le fait qu'il soit à cheval entre le cinéma un peu classique hollywoodien et le nouveau Hollywood, sans avoir vraiment participé vraiment à l'un et à l'autre, enfin en tout cas pas s'étant positionné, fait qu'il est un peu oublié, le pauvre. Pourtant sa filmo est très auréolée de films, mais excellent, et avec une mise en scène qui est toujours recherchée. Faut dire qu'il a fait ses débuts en fait juste après la Seconde Guerre mondiale, au fait, où il avait été dans la communication, avec un background quand même lié au théâtre, parce qu'il est né dans une famille de théâtreux, on va dire. Il avait un père comédien et une mère danseuse. Lui-même a été enfant acteur. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire C'est qu'il vrai, a commencé à 4 ans sur les planches. Ça aide. Et puis, aide. il a, pour la petite histoire, il a quand même tourné avec... été acteur avec des réalisateurs plutôt talentueux, dont Joseph Losey, avant de rentrer dans l'armée. Et puis, quand il sort de l'armée, il va travailler, et en tant que réalisateur de... alors, on appelle ça des dramatic theater. C'était pour la télévision, et c'était en direct à l'époque. Il en a fait beaucoup. Et c'est comme ça qu'il a été remarqué par Henry Fonda, qui cherchait un réalisateur pour Les 12 hommes en colère, qu'il produisait. Et donc il a choisi Sidney Lumet, c'est son premier film. Et quand tu commences avec un film comme ça, j'ai envie de dire que ta carrière est forcément bien lancée. Et après ça, il va enchaîner pas mal d'adaptations de théâtre, jusqu'au moment où Henry Fonda revient vers lui pour Pointe Limite. Et là, en fait, c'est donc en 64, et ça va être son premier scénario original. Et du coup, après, à partir de là, il va faire des films pas plus profonds, mais on va dire un peu plus marqués par un aspect social, sachant qu'en fait, il était gamin quand il y a eu la crise de 29 et que ça l'a pas mal marqué, sachant qu'il a grandi à New York. Donc, pour la petite histoire, il y avait quand même un camp de gens à la rue dans Central Park, donc forcément je pense que ça peut marquer quand t'es gamin. Et du coup ces films sont toujours marqués par un aspect social et un peu une remise en question du système. Et du coup c'est vrai que en fait, quand on voit le Crime de l'Orient Express dans sa décennie des années 70, où il va faire des films comme Serpico ou Le Prince de New York, ou Un après-midi de chien, on peut se poser la question, parce que c'est un film qui est, comme tous les Agatha Christie, qui baigne dans une atmosphère de gens riches qui vont se tuer avec du poison dans le café. Mais en fait, c'est, quelque part, ça résonne avec son cinéma, parce que ça va parler quand même de justice, et comment on rend justice, est-ce qu'on peut juger, et à quel titre on peut juger, quoi. Donc c'est des questionnements qui vont se poser dans le film, et Sidney Lumet, il a une manière de faire qui est vraiment... il cherche la meilleure manière de montrer les thématiques qu'il aborde, qu'aborde l'œuvre qu'il cherche à adapter, ou le scénario. Donc du coup, finalement, en fait, quand on y réfléchit un peu, ça fait sens.
Merci Sophie. Oui, on va aborder les questions sociales, de la représentation sociale dans le film plus tard. Il est tu l'as bien résumé. Il est à ce moment-là, il est plutôt, il commence à avoir une assise à Hollywood. Le film qu'il a fait précédemment, c'est Serpico. Et c'est grâce à Serpico qu'il a obtenu le Final Cut, le fameux sésame, le ticket d'or des réalisateurs à Hollywood, qui est en fait la possibilité d'avoir un regard complet jusqu'au montage pour le réalisateur, et qu'il va garder, me semble-t-il, pendant le reste de sa carrière, mais je me trompe peut-être en disant ça, mais en tout cas il a mis 20 ans à obtenir ce Final Cut, et là enfin il l'a. Donc quand il fait Le Crime de dans l'Orient Express, il est quand même plutôt à l'aise, quoi. Et donc, cette aisance à Hollywood va lui permettre de draguer des comédiens, mais alors de renom, quoi. Et alors là, on a un sacré paquet d'acteurs. Donc, en tête d'affiche, à cette époque-là, c'est Sean Connery qui porte le film. Mais en fait, moi, ce que j'ai lu, c'est que Sidney Lumet, déjà, il s'est fait plaisir sur le film parce qu'il a engagé des comédiens avec lesquels il avait envie de travailler. Ouais. Et les comédiens ont accepté de venir parce qu'ils avaient tous envie de travailler les uns avec les autres, en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment genre une espèce de bande de passionnés de ciné qui se réunissent comme ça pour interagir entre eux. C'est un peu comme une espèce de grande récréation, quelque part, pour eux, ce film, parce que je pense pas que ce soit vraiment... le propos peut-être qui les attirait, enfin en tout cas de ce que j'ai lu en interview, c'est plus vraiment le fait de travailler tous ensemble. Oui, c'est ça, c'est ce qui ressort, et d'ailleurs l'ambiance était plutôt agréable sur le tournage. A priori, il y a des petites choses un peu drôles qu'on a entendues à propos, en particulier de Vanessa Redgrave, si une de vous veut en parler. Et ben en fait, c'est que apparemment, elle était très communiste, très à fond sur ça. Et entre les pauses, alors que les autres acteurs, partageaient un peu leur expérience, écoutaient toutes les histoires, elle passait son temps à saouler tout le monde avec son orientation politique, au point qu'on lui disait non, c'est bon, laisse-nous tranquille. Enfin voilà, ils étaient un peu genre vas-y, va de ton côté, laisse-nous. Et puis après, elle râlait parce qu'elle trouvait que les pauses repas étaient trop longues. C'est l'inverse, je crois. C'était trop courte, en fait. Ouais, c'était trop courte, et elle essayait de convaincre les ouvriers, entre guillemets, les techniciens, en fait, de la suivre et de protester et d'en appeler au syndicat. Et les ouvriers, finalement, étaient d'accord pour... En fait, c'est Lumet qui avait demandé de raccourcir les pauses pour aller plus vite. Et en fait, les ouvriers ont dit OK, et puis voilà, quoi, ça s'est arrêté là. Non, mais c'était plutôt marrant de la voir lutter pour rien. Les gens, ils s'en foutaient. Bah, en fait, là où en même temps, si tu finis plus tôt. Oui, c'est ça. Mais là où elle avait pas de chance, c'est qu'il y avait sur le plateau l'acteur John Gielgud, qui est un très grand acteur et qui apparemment était un excellent conteur, et que tout le monde préférait écouter ses histoires plutôt que d'écouter Vanessa Redgrave faire son speech politique. Mais bon, il y a la plupart des interviews, ou en tout cas, enfin, même pas la plupart, en fait, toutes les interviews qu'on voit des comédiens ou de l'équipe a plutôt un bon souvenir de ce tournage. Et chacun était vraiment très heureux de pouvoir partager l'affiche avec les grands noms de l'époque, quoi. Et de l'époque même d'avant, parce qu'on a quand même Lorraine Bacall et Ingrid Bergman sur le plateau, ce qui n'est pas rien. C'est clair. Donc, j'aurais tellement aimé être là. Ah ouais, non, mais moi aussi, franchement, j'aurais posé 1 milliard de questions, quoi. Mais... Il n'y a rien que pour être sur le plateau avec Sean Connery, déjà. Ah bon. Et puis, et donc, alors, dans le rôle principal, on a un petit jeune, parce qu'il avait 38 ans à l'époque du tournage, qui est Albert Finney. Et alors, je sais pas vous, mais alors moi, dans ma tête, pour moi, Hercule Poirot, c'est comment il s'appelle, c'est l'autre, en fait, c'est Peter Ustinov. C'est Ustinov, voilà. Peter, je crois que ça s'appelle. Et moi aussi, c'est celui que je préfère. Et en fait, dans ma tête, c'était lui dans le film. J'avais complètement zappé que c'était pas lui, en fait. Non, moi je savais que c'était pas lui, mais c'est pas mon Hercule Poirot préféré, celui de l'Orient Express, parce que je sais pas, je trouve que il fait méchant, il fait on dirait un sosie d'Hitler, tu vois. Ah oui, carrément. Chose, quoi. C'est vrai. Moi, chaque fois avec tout le truc bien plaqué et tout, alors que moi je trouve que tout le casting est vraiment bien, sauf l'acteur qui joue Hercule Poirot. Ouais, c'est bête à dire, mais déjà tu sens qu'il est engoncé dans un costume qui le grossit exagérément, et du coup
Bah, t'as l'impression que c'est un peu le costume de Batman dans les premiers Batman, tu vois, c'est un peu genre... Je me déplace, mais alors faut que le costume tourne avec moi, tu vois, donc voilà, on y va tout doucement. Et puis, surtout dans les déplacements dans le train, où c'est un espace contigu, là tu sens vraiment le postiche, voilà, du costume. Et puis, ouais, non, je sais pas, la voix qu'il fait, l'accent, bon après, sur la version de 2017, c'est aussi une catastrophe, le faux accent belge, c'est arrêter de faire des accents, Si, quoi. avec Enfin, ça, c'est pas comme possible, quoi. catastrophe. Mais je sais pas, même dans l'écriture, je le trouve pas fameux. Tu vois, celui de Ustinov, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout ce côté un peu, bon bah voilà, il est un peu freak control, maniaque, un côté voilà, je suis intelligent, je veux ça, que ça soit comme ça et tout. Mais en même temps, il arrive à être Il est bonhomme. attachant, tu Ouais, vois, je suis d'accord, suffisamment. il est, Voilà, on a envie de suivre son enquête, enfin c'est cool. Alors que là, il me laisse plutôt froide et au final, je trouve que la fin du film, on en parlera plus tard, le fait que ça soit cet Hercule Poirot-là, bah, je trouve que ça concorde pas avec ce qu'il va faire à la fin du film. ouais. T'as pas l'impression que ce personnage-là pourrait faire ça, en fait. Bah, c'est parce que ça colle pas au personnage de Mm. détective privé, parce qu'en fait, le détective privé, il a tous ses défauts qu'on voit tout de suite, le côté précieux, le côté très sérieux des enquêtes, le côté dandy aussi, hyper dandy Ouais. quand même, dandy ridicule, avec son accent belge et son patriotisme exagéré. En fait, ça... Bon, déjà, Agatha Christie, c'est inspiré de vrais personnages Oui, de Belges qui avaient fui la Première Guerre mondiale. Mais en Ouais. plus, je trouve qu'il y a un côté, en fait, assez vite dans les bouquins, tu comprends qu'en fait, c'est un peu... Enfin, c'est des défauts de façade, mais qu'en fait, le type, il est quand même prêt à déjà sacrifier une partie de sa vie pour ses enquêtes, tu vois, et en plus, il est finalement un peu le cœur sur la main, quoi, quand tu grattes un peu. Et là, tu le sens pas du tout, quoi. Ce côté-là, quand il arrive, puisque ça arrive forcément par le texte et le scénario, quoi, ça fait complètement, comme tu dis, on n'y croit pas, quoi. Ouais. Alors, je vais parler des autres personnages du casting. On a la belle Jacqueline Bisset, qu'on aime bien, nous les Français. À l'époque, elle a joué chez Truffaut et elle a joué dans Le Magnifique. Donc, on l'aime bien parce qu'elle parle français et elle est très très belle. Et puis, on a Martine Balsam qu'on a déjà vue dans 12 hommes en colère, si je ne me trompe pas. On a Jean-Pierre Cassel, on a Sean Connery, on a John Gielgud et Richard Widmark qui fait Sam Ratchet, qui donc est la victime du film, qui sont deux grands comédiens. Et puis on a Anthony Perkins qui fait, je trouve, le même rôle que dans Psychose. D'ailleurs, il y a des moments Il où le joue pareil. je me suis demandé s'il n'y avait pas des allusions. Parce que quand il lui parle, vous aimez bien votre mère, je me suis dit, hello, Psychose. C'est ça. Moi, je me suis demandé si c'était pas pour faire un petit clin d'œil, tu vois, ou pour rigoler. Ou... Ouais, je me suis pensé aussi le clin d'œil, mais c'est vrai que du coup, je fais, c'est quand même appuyé ce clin d'œil. Voilà, et puis oui, je l'ai déjà dit, mais on a quand même ces deux grandes dames que sont Lorraine Bacall, qui joue Lorraine Bacall, et Ingrid Bergman, que j'ai trouvée mais extraordinaire. Je me dis, mais quand j'ai vu son apparition au début du film, je me dis, mais quelle classe quand même. Elle arrive dans le oui. film, elle est pas belle, elle fait petite dame chétive, et elle le joue à fond, quoi. C'est vraiment, elle joue un rôle vraiment pas valorisant, et elle se donne à fond, et je trouve ça, waouh, magnifique, quoi. Là, pour le coup, elle joue incroyablement bien la fausse moche, hein. Ah ouais, c'est incroyable. Elle est... Mais d'ailleurs, je crois que elle a eu, je sais plus si elle était juste nominée ou si elle a non, gagné. Non, elle a reçu à l'Oscar du second rôle. Elle l'a reçu, ouais. Elle l'a reçu. C'est mérité parce que vraiment, je l'ai trouvée, impressionnante, quoi. Ce côté, je bégaye un peu, ce côté, j'ai du mal à parler. Enfin, non, je la trouve vraiment. Et puis elle est touchante. On sent qu'elle souffre d'être dans cette histoire, mais qu'en même temps. Elle doit le faire aussi. Enfin, non, on sent bien l'ambivalence. Enfin, je trouve qu'il y a un travail sur la gestuelle des acteurs dans ce film qui est formidable parce que quand tu mènes une enquête et que tu es l'enquêteur, la gestuelle des gens que tu interroges est hyper important parce que suivant comment ils se tiennent, suivant ce qu'ils font, ça peut te donner un indice s'ils mentent, si c'est quelque chose qui les choque ou quoi. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans l'œuvre d'Agatha Christie. C'est un truc qu'elle dit souvent, c'est la nature humaine. Par exemple, Miss Marple, on parle souvent d'observer la nature humaine. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement bien mis en valeur par le travail des acteurs déjà dans le film.
Donc le crime de l'Orient Express est inspiré, on l'a dit, d'un roman d'Agatha Christie qui se passe dans l'Orient Express, comme c'est assez bien indiqué par le titre, où Hercule Poirot se retrouve à devoir enquêter sur la mort un prénommé Ratchet, est retrouvé lardé de coups de couteau le matin. Il se trouve que le train est immobilisé par la neige puisqu'il part d'Istanbul pour aller, je sais plus où, à Londres. À Calais. Oui, t'as raison, c'est Ouais. le wagon de Calais, ça s'appelle d'ailleurs pendant le film. À l'époque, il n'y avait pas encore le tunnel sous la Manche. Et oui, c'est vrai, c'est juste C'est ce que tu tellement dis. Bon, donc ce mec, ce Ratchet, se retrouve poignardé de coups de couteau. Et tout le monde est suspect, bien évidemment. Donc l'enquête commence pour Hercule Poirot. Et on va passer à l'analyse. Avant ça, je voudrais savoir comment vous l'avez vu pour la première fois ce film. Comment il se place pour vous dans votre vie de cinéphile, quoi. Moi, je l'ai vu gamine, parce que moi et Agatha Christie, c'est une longue histoire d'amour. J'adore ces bouquins. Enfin, j'adore tout ce qui est policier, mais en fait, quand j'étais gamine, dans la bibliothèque de mes parents, en livre qui était à peu près abordable pour un enfant, parce que mes parents sont passionnés de sciences et d'histoire, donc c'est pas des sujets vers lesquels tu te trucs quand t'es gamin. C'était donc Agatha Christie ou le Club des 5. Donc voilà. Tellement cool. Donc j'ai grandi un peu en lisant les aventures d'Hercule Poirot. Et du coup, j'ai vu, je crois que j'ai dû regarder toutes les adaptations qui passaient. Donc du coup, effectivement, pour moi, l'auteur Hercule Poirot est plus commun et c'est celui que j'ai en tête. Mais le crime de l'Orient Express, j'ai quand même vu pas mal de fois. Je sais que gamine, la vision de cette femme qui court dans les couloirs avec ce peignoir Ouais. qui avait l'air japonais de loin m'avait hantée en fait. Plus que la moustache d'Hercule Poirot au final. Et puis bon, en plus, moi j'adore les films dans les trains, donc voilà, c'est toujours un plaisir de le revoir. Voilà. Et toi, Faye? Alors moi, c'est une grande histoire, une longue histoire aussi avec Agatha Christie, parce que apparemment, lorsque j'étais enfant, que je commençais à parler, je disais ah moi je l'aime beaucoup Agatha Christie. Donc j'ai dû voir des choses déjà enfant. Ouais, c'est ce que mon père me disait tout le temps. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est ma grand-mère qui me passait les livres d'Agatha Christie, parce que je suis tombée amoureuse de ça. On regardait tout ce qui était policier. Tu vois, je regardais genre Arabesque avec elle. Enfin, elle m'a vraiment initiée à ça. Et je me rappelle avoir vu pas mal d'adaptations avec elle. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué et qui fait un peu ce que je suis. Et c'est vrai que ce crime de l'Orient Express, j'adore. Comme toi, Sophie, j'avais été marquée par justement cette nuit de meurtre, voilà, où il se passe plein de choses, le fameux voilà peignoir, les personnes qui courent, me disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce mystère. Et puis je me rappelle surtout l'élégance des dames dans le film. J'avais été admirative de les voir, surtout voilà le Reine Bacal, voilà, magnifique. Et c'est un film que j'adore revoir. Bizarrement, c'est souvent un truc que je vois pendant les fêtes de Noël. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien, tu vois. C'est genre, c'est les vacances de Noël. Il y a de Je la me fais neige. petit Agatha Christie. Voilà, souvent je regarde ça. Je regarde Mort sur le Nil, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis un Meurtre au soleil Meurtre sur le aussi. Et un de mes préférés, c'est Le Miroir se brisa, parce que j'adore Miss Marple. En plus, dans celui-là, c'est Angela Lansbury. Donc tout se Ouais. retrouve. Mais voilà, vraiment, Agatha Christie, j'adore. En plus, je suis très fan de l'autrice. Elle a une vie, mais fantastique, quoi. Enfin, elle est hyper intéressante comme personnage. Ouais. Pareil, c'est un film d'enfance aussi et pareil, j'ai dévoré les Agatha Christie et vraiment, alors je suis vraiment beaucoup plus cliente de Poirot que de Marple, mais j'ai pareil, c'est des récits d'enfance en fait, les Agatha Christie, et donc de fait j'ai vu les films parce que c'est très cool quoi, et puis un casting là pour le coup, si vous voulez voir les grandes stars de l'époque, c'est vraiment assez reluisant comme casting. Et puis ça fait du bien de voir des gens qui ne surjouent pas et qui ne prennent pas le public pour des cons en appuyant pendant 30 ans pour vous montrer les preuves, comme dans une certaine version récente. On ne fera pas la comparaison parce qu'elle ne lui ferait évidemment pas honneur. Ah bah ça. Alors, on va passer à la partie analyse et du coup, on va divulgacher.
Donc si vous n'avez pas vu ni lu le livre et le film, coupez et revenez nous voir après. Il y a une très belle édition chez Canal+, là, qui est ressortie, je crois, même la version 4K. Donc profitez. Tout à fait. Alors, on a abordé un peu, Sophie a un peu abordé les thèmes de l'Humet, et en particulier, il y a ce thème de la société, de l'ordre social, et là, on est dans vraiment la haute société anglaise et américaine. Ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui viennent de tout horizon. Donc, on a des Américains, on a des Anglais, on a des Italiens, on a des personnes Belges. plus hongroises. Je crois qu'elle est la princesse. Ouais. Je sais Elle est plus si elle est russe. hongroise ou russe. Je sais russe, voilà. Elle est Donc, on a russe. vraiment de tout le monde. Pour commencer, pour enclencher ces mélanges comme ça du monde, en fait, on commence le film dans la gare. Enfin, on commence pas d'ailleurs, il y a un prologue d'abord, mais l'action commence dans une gare où tout le monde se croise. On est en Turquie et on voit des Africains, des Asiatiques, le monde arabe, des Occidentaux, etc. qui se croisent. Et comme si tous les passagers du train représentaient le monde qui va se réunir dans un endroit clos. Sauf que, évidemment, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit donc de la haute société. Et je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais j'ai trouvé qu'il y avait il parle de la haute société, certes, mais il y a une représentation un peu ridicule, un peu vieillotte, un peu passée, quoi. Entre autres, un truc qui m'a frappée, et j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui est dû à l'époque, mais j'ai pas l'impression, c'est les maquillages, où j'ai trouvé qu'ils ressemblaient tous à des cadavres. Ils sont très blancs, comme s'ils avaient des masques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'à cette époque-là, c'était super chic, justement, d'être très blanc, de ne pas bronzer, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, nos auditeurs peut-être Ça a été le cas durant une grande partie de l'histoire de l'humanité. Le fameux blanc. C'était une façon, en fait, tu vois, quand t'étais riche, t'étais pâle, et c'était l'ouvrier qui était bronzé, car oui, parce tu vois, qu'il toujours travaillait dehors et au soleil, quoi. effectivement, Bah, chez la princesse, par exemple, c'est appuyé. Après, pour moi, il y a à la fois la caractéristique du ressort social, c'est-à-dire que la princesse, par exemple, non seulement elle se maquille en blanc, alors vraiment, t'as l'impression de voir Elisabeth Ier avec une tartine de blanc, mais où c'est suggéré que elle fait ça pour avoir l'air plus jeune. Ou en plus elle est vraiment la vieille personne un peu ridicule qui essaie de cacher son âge, et tout le monde voit qu'elle cache son âge, mais elle le fait quand même. Qui est aussi caractéristique des personnages d'Agatha Christie, c'est-à-dire qu'elle a souvent des personnages un peu de vieilles personnes un peu ridicules, engoncées dans des aspects de la noblesse, d'une noblesse qui n'existe plus et qui n'a déjà plus lieu d'être. Il y a un petit côté un peu Downton Abbey. Mais il y a un petit côté un peu représentation aussi, dans la façon dont ces personnages sont montrés. Un peu comme s'ils arrivaient, tu vois, à la première d'un film, ou comme si, tu vois, ils passaient sur une scène pour se présenter à nous. Et quand on les voit passer, on voit que chacun... en fait, l'image, la mise en scène, va nous les présenter. C'est-à-dire, toi, tu citais la princesse, et ben on voit qu'elle est... elle est Manon, tu vois, j'aime pas ça. Comme tu dis, elle recherche son âge, machin chose. Quand tu vois le perso d'Ingrid Bergman, ben, tu vois qu'elle est très dans l'angoisse, que c'est une personne qui est très pieuse. Tu vois, ils vont nous donner des caractéristiques de chaque personnage. Et il faut bien regarder, parce que dès le début, si on est attentif, on va avoir des éléments dans leur gestuelle, dans ce qu'on nous présente, qui vont nous servir plus tard. Et c'est fait de manière très intelligente, en fait. Parce que c'est juste des personnes qui montent dans le train, mais ça en dit beaucoup plus. Oui, en fait, quand tu dis qu'ils sont dans une représentation, c'est exactement ça, en fait. Parce que justement, tout le truc, c'est que c'est des personnages qui jouent eux-mêmes un jeu, en fait, un jeu de faux semblant, en fait, pour tromper la vigilance de Hercule Poirot, quoi. Donc du coup, le fait qu'il appuie et que justement il y a une manière de se présenter presque un peu théâtrale, quoi, c'est-à-dire tu rentres sur scène limite, avec le train qui pourrait limite être le côté jardin, le côté court, quoi. Ouais. Et les cabines qui sont du coup les loges, en fait, des comédiens, sachant qu'en plus on joue, parce qu'il y a un peu une mise en abîme, puisque en plus c'est des grands acteurs qui jouent,
et qui ont l'air de se faire plaisir. En plus, je sens que ça se ressent un peu. Ça fait une espèce de double couche de jeu de faux semblants, avec en plus le postiche que porte déjà Hercule Poirot. Il y a tout ce jeu d'apparence et puis de déguiser un peu ses faiblesses aussi. Et puis surtout, c'est direct avec ça montre que Lumet et son équipe de scénaristes ont compris ce qu'était le travail d'Agatha Christie, parce que c'est un peu ce qui ressort aussi dans ses romans, et je suis pas étonnée qu'en découvrant le film, elle ait été très contente de cette adaptation. Je crois même que c'est la seule qu'elle ait validée, parce que chaque élément du film, c'est tellement proche de ce qu'elle fait, même dans les thématiques, dans tout. Enfin, c'est vraiment excellent. On sent le respect de l'œuvre. Oui, tout à fait. Oui, je l'ai dit, hein, on va révéler des éléments de l'intrigue. Il y a une chose qui est intéressante dans ce film-là, c'est que en fait, cet ordre social là dont on parle, il est représenté, c'est-à-dire que chacun est représenté selon sa fonction. Donc on a on a le contrôleur, on a un médecin, on a une princesse. D'ailleurs, c'est peut-être celle effectivement qui est la plus attachée aux conventions, puisque on voit dans sa cabine. D'abord, c'est la seule pour laquelle Hercule Poirot va se déplacer. Il vient dans sa cabine au lieu de la faire venir. Elle a dans sa cabine, elle a des photos de la famille impériale. On voit qu'elle a des médailles. Et puis on a alors on le sait pas tout de suite, Lorraine Bacall qui fait une comédienne. Elle dit pas vraiment, je crois, ce qu'elle fait. Elle se présente juste comme quelqu'un qui a été divorcée 2 fois, qui parle beaucoup, qui est très exubérante. qui est très exubérante. Tout le monde essaye de l'éviter, effectivement. Je pense que c'est un peu, tu vois, genre la divorcée riche, quoi, qui vit de ça, en fait, quoi. C'est ça. Et qui passe son temps à raconter la vie intime de ses ouais, voilà. Et qu'elle a un peu désespérée en chien aussi. Et puis, on a ce personnage de Ratchet, donc, qui est l'homme qui sera tué, qui est présenté... lui, c'est le nouveau riche, un peu le gars qui fait des affaires un peu louches. Et puis qui est extrêmement désagréable, quoi. Lui, pour le coup, il fait ressentir à son homme à tout faire, qui est Anthony Perkins, McQueen, il lui parle vraiment pas bien, il lui fait faire tous ses petits travaux, quoi. Et donc lui va être vraiment la représentation du mal, quoi, mais un MAL, quoi, celui qu'on n'a pas envie d'aimer et puis qu'on n'aimera pas pendant tout le film. Mais il y a une chose intéressante, c'est que tous ces personnages, malgré leur fonction et leur rang social différent, ils se retrouvent tous au même niveau par le crime, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on voit par un flashback la scène de crime, et ils sont tous filmés de la même manière, avec à peu près un même temps équivalent, et chacun a le droit, c'est une très longue scène, a le droit d'avoir son moment où on va savoir pourquoi est-ce qu'il commet ce crime, en fait. Et je trouve que c'est à la fois horrible, quoi, mais en même temps c'est assez beau, parce qu'ils ont le droit de rendre justice de la même manière, quelle que soit leur origine, quoi. Ouais, parce qu'au final, ils sont touchés par une même chose, c'est cette espèce de souffrance et d'amour qu'on leur a arraché. Et c'est ça qui les réunit, et c'est ça qui va poser aussi les questions dont on va parler un peu plus tard au niveau de la justice, par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais. C'est aussi cette égalité, elle représente aussi pour moi le principe, c'est-à-dire ils sont 12 comme 12 jurys. Ouais. Et en fait, le principe des jurys, enfin ce qui est rappelé en tout cas dans Nous hommes en colère, c'est qu'en fait c'est des personnes qui en fait n'ont rien à perdre, on va dire, et qui sont, peu importe qu'est-ce qu'elles représentent à l'extérieur de la cour de justice, à l'intérieur elles sont égales et elles vont toutes décider du sort du coupable. C'est Sean Connery qui le rappelle en disant 12 braves jurés qui rendent la justice. Pour lui, c'est genre le modèle, c'est l'égalité, voilà, c'est la justice, quoi. Et ça, je pense que c'est un vrai positionnement de Lumet, quoi. C'est quelque chose qu'il a
beaucoup fait en fait dans sa filmographie de mettre à niveau les gens en fait. Et particulièrement, rappelle de 12 hommes en colère, effectivement, où là on a le truc, on a une mise en place quoi, qui permet de mettre tout le monde, la parole de chacun a la même valeur en fait. Ouais, ça. Moi, j'ai envie de rajouter aussi au niveau des égalités, c'est que le fait de tous les mettre dans un train, de les enfermer voilà, dans leur chambre ou de les montrer, tu vois, à chaque fois pris dans le cadre d'une fenêtre, on a l'impression que chaque personnage, en fait, est enfermé dans un carcan et qu'au final, peu importe en fait ton rang social, tu es tout le temps prisonnier quelque part du rôle dans lequel soit on t'a mis, soit toi tu t'es placé. Et c'est intéressant de voir que finalement ces personnages-là sont pas forcément heureux et qu'ils sont tous prisonniers de la société en fait, du grand ordre que représente la société qui pourrait être ici représenté par ce train en fait. Ah, au-delà de l'ordre de la société, c'est aussi ce qui les a amenés dans ce train, en fait, et qui sont prisonniers. Et en fait, ils ont besoin de passer par là pour se libérer, quoi. Alors, c'est symbolisé par la discussion qu'a le couple au tout début, avec Sean Connery et Vanessa Redgrave, qui disent qu'ils ont besoin d'en passer par là pour se sentir libérés, quoi. Oui, ce train-là, il a une symbolique assez forte. C'est non seulement... Alors, et on le voit filer de manière inextricable. Il est filmé d'assez près et la caméra est posée sur le côté du train. Ce qui permet de voir que c'est à la fois un train de luxe et qu'il va vite, etc. Et en même temps, c'est quand il se retrouve bloqué donc, par la neige, et il m'a semblé en tout cas que c'était à la fois une représentation de l'esprit de Poirot, qui est un esprit qui va vite, qui file, et puis quand il y a un problème qui s'arrête et qui ne pourra repartir que quand tout sera résolu. Et c'est aussi, il me semble, la situation morale des personnages du film qui ne pourront reprendre leur vie qu'une fois qu'ils auront obtenu une sorte de vengeance et de rédemption par la résolution de Poirot, en fait. Un peu comme une validation, en fait. Voilà, et c'est une assez belle interprétation, je trouve, de Lumet, d'avoir su utiliser des éléments qui existaient déjà pour représenter un état psychologique, quoi. En fait, c'est le conflit moral qui représente. Ouais, et je pense que... Enfin, je retrouve un peu la même mise en scène que dans d'autres de ces films où il y a aussi un côté aussi... même avant qu'ils rentrent dans le train, c'est soit des plans serrés, un peu sombres et étouffants, soit c'est des plans larges, mais avec tellement chargé dans leur cadre d'animation, d'agitation, de bruit, limite de fureur des fois, que en fait t'es perdu et tu sais pas trop où t'en es, et comme le personnage qui file dans sa vie comme le train file sur les rails, et à partir du moment où ils sont bloqués par la neige, en fait les plans larges en fait sont tout blancs de neige, où alors ils sont dans le restaurant qui est beaucoup plus large en fait que les cabines, et on a vraiment comme s'il y avait un relâchement en fait après le crime, en fait, comme si en fait il y avait besoin d'en passer par la violence et cet acte abject pour en fait débloquer la situation, enfin prendre le temps de se poser et en fait débloquer vraiment la situation, quoi. Mais moi, tu vois, je ressens plus de l'attention quand le train est arrêté. Je ressens vraiment plus la sensation d'enfermement. Les personnages sont piégés, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils ont fait. Et il y a ce Poirot qui essaye de mener l'enquête. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un étau en fait, qui se resserre sur les personnages. On a moins l'impression que le train est grand. Tu vois, que lorsqu'ils défilent, où on va voir cette caméra qui circule, on a vraiment l'impression qu'ils sont comme dans un étau. Et ça se finit à la fin avec le fait qu'ils soient tous réunis dans une seule pièce. C'est-à-dire que voilà, Poirot, tu vois, arrive avec ses serres et les a attrapés. Et finalement, la respiration vient quand le train repart, où voilà, on a mis les choses à plat, on est en paix avec notre conscience, donc voilà, on va pouvoir finalement sortir de ce train et peut-être casser ces codes de société dans lesquels on est. Et on va le voir avec par exemple le personnage de la mère qui va arrêter de jouer son rôle, qui va redevenir elle-même, les deux là, Sean Connery et Vanessa Redgrave, qui vont pouvoir vivre leur amour, enfin ainsi de suite. Et moi, je trouve que vraiment, il y a différentes étapes. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, moi, je sens à chaque fois une tension qui monte, jusqu'au moment voilà, de la big révélation. Et il y a plein de fois où...
peut-être on le voit pas, tu vois, la première fois, mais plus tu revois le film, tu sens que Poirot, dès le début, il est pas con. Et il y a plein de petits éléments comme ça, tu vois, où il leur envoie des petites piques par rapport à leur position sociale, des petites piques sur des histoires qu'ils racontent et tout. Et tu sens les personnages qui sont de plus en plus à cran. Et encore une fois, ça se voit dans leur gestuelle. Ça va se voir aussi dans des plans de caméra où on va voir parfois la caméra qui va se rapprocher d'un personnage pour que vraiment, nous, on capte son regard, on capte la façon dont il va réagir aux propos de Poirot. C'est hyper intelligent. C'est vraiment, moi, je te dis, j'ai l'impression, tu vois, d'étouffer. Je respire à la fin, mais bon, on en reviendra après quand on parlera un peu plus de la notion de justice aussi. Il y a des questions qui se posent, mais vraiment, il y a une tension qui, encore une fois, je ne retrouve pas dans d'autres adaptations de cette œuvre-là. Pas forcément la dernière en date, mais bon, je la vise quand même un peu. Oui, dans la série télé Poirot. Ah, moi j'aime bien la série télé Poirot. Mais après, moi c'est pas le aussi, même budget, j'aime beaucoup. Cet effet d'enfermement dont tu parles là, Faye, c'est aussi sans doute dû à un choix technique qu'a fait Lumet, qui était de tourner 2 fois les scènes dont il aurait besoin pour les flashbacks. Et en fait, il a changé ses focales. Donc, il y a une focale plus serrée qui permet des plans plus serrés sur la première fois qu'on voit les plans. Et pour les flashbacks, il a agrandi. Sophie, tu expliqueras sans doute ça mieux que moi. Mais sa focale est plus large, ce qui donne un effet de respiration, effectivement. Et le directeur photo a rééclairé les scènes. Donc il a tourné exprès 2 fois les flashbacks, en fait. Le moment où on les vit, comme par exemple le peignoir qui se balade dans le couloir. Et quand on le revoit après en flashback, la focale est plus large. Ah, tu vois, sans savoir, j'avais le sentiment que je me disais, mais ce plan a été filmé avec une autre focale à un moment donné. Et on a la Poirot-vision en fait pour les flashbacks, c'est genre lui comment il s'imagine le truc, et puis nous qu'est-ce qu'on a vu, tu vois. Après, c'est il cool. est vrai qu'en plus, la première fois qu'on voit les événements, c'est à moitié endormi avec Poirot oui, c'est ça. C'est genre ouvre son truc, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'agit dans ce couloir? Et en fait, et du coup quand il repasse après, c'est en ayant réfléchi à la situation et en ayant revu et repassé. Et du coup, c'est au moment en plus où ça va au fur et à mesure se débloquer, les pièces du puzzle s'agencent. Donc effectivement. Et oui, les focales courtes en fait permettent d'avoir une vision plus large où tout est net. Et les focales plus serrées en fait réduisent le champ de netteté. Donc du coup, il y a beaucoup de flou. Et en plus, c'est rajouté par un filtre qui est ajouté sur... je sais plus qu'on appelle ce filtre. Moi, je tendance à l'appeler le filtre film porno parce que c'était beaucoup... Oui, ça fait des brillances là, des espèces d'étincelles dans l'image, oui. C'est ça. Et en fait, après, sur les petites productions porno, c'était un bas de nylon qui était posé. Ça. Mais là, je pense que c'est un vrai filtre. Mais voilà, ça donne une petite brillance et surtout, ça change les éclats, les reflets de lumière et ça adoucit un peu les contours aussi. Ouais, il y a une brillance un peu floue, ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas, tu vois, une illustration brillante du palais mental d'Hercule Poirot, tu vois, bien avant que Sherlock nous fasse des illustrations de palais mental ou manteau, quoi. Il est vrai que Sherlock et Hercule Poirot ont quand même quelques points communs quand même. Mais oui. Oui. Alors, comme on commence à parler un peu de technique, et tout à l'heure tu parlais de musique, de son, je crois, Sophie. On va peut-être aborder la mise en scène de Lumet. Donc là je voulais juste est-ce que vous avez fait attention à la musique un peu, parce que moi j'ai l'impression qu'elle ne s'arrête jamais pendant le film. Il y a une très longue partition qui a été composée par Alors, j'ai le nom pour la musique, si tu veux, c'est Richard Rodney Bennett, qui a travaillé sur des films anglais comme 4 mariages en enterrement, Écus, donc de Lumet aussi, sur des épisodes de Doctor Who aussi, et c'est quelqu'un qui vient du classique à la base. Oui. Et je crois que pour la musique de ce film-là, il me semble qu'il s'est inspiré du compositeur des films de Hitchcock. Il me semble avoir lu cette info, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Bernard Herrmann, ouais. Moi, j'avoue que j'étais marquée pas tant par la musique que le son, en fait, où il utilise vachement, en fait...
Alors au niveau plan, au tout début, il marque, il appuie le fait qu'on est dans un train avec, quand le train démarre, une série de plans un peu limite fétichistes sur le train, tellement il y a de plans sur les détails du train. Et ensuite, on va te marquer par le rythme du tchou-tchou, du bruit. Quand je dis tchou-tchou, c'est le train vapeur, donc du coup, il a la vapeur qui se relâche et qui a un bruit très caractéristique. Mais aussi le bruit des rails et des roues qui tournent en fait. Et toute cette mécanique en fait de train à vapeur qui a un bruit très caractéristique, une sonorité un peu métallique aussi, qui va engendrer, je trouve, rajouter un côté angoissant. Et au moment où le train s'arrête et tout ce son disparaît en fait, ou du coup tend à disparaître, bah du coup ça fait cet effet où en fait qui est souvent utilisé sur certains films d'angoisse justement, d'avoir un son qui est tout le temps présent et quand il disparaît, ça donne une sensation encore plus angoissante parce que tu as une impression de vide et tu sais pas d'où ça vient. Mais c'est comme un cœur qui arrête de battre. Ah, peut-être la victime. Ah, je ne dis rien. Mais pour revenir à la musique, je trouve qu'il y a toute une évolution. Au début, on commence avec une partition plutôt flamboyante, qui est dans justement l'élégance, comme les gens qui montent dans le train. Et puis on avance, plus la musique, je trouve qu'elle se fait aussi angoissante et un peu plus, pas minimaliste, mais tu vois, un peu... Il y a vraiment une différence avec le début, où c'est vraiment pas comme une explosion, mais c'est vraiment genre, tu vois, l'orchestre, tac, on arrive, c'est les richoux qui montent dans le train, bon, les moins richoux aussi, mais après, tu sens vraiment le côté, justement, enquête, le côté un peu, l'influence un peu Hitchcockienne, tu vois, j'ai envie de dire, dans la musique, et c'est assez intéressant, tout en gardant un côté, tu vois, très classique, qui va correspondre à la fois et à l'époque et aux personnes qui sont dans le train. Et c'est vraiment pas mal, je trouve. Ouais. Mais il y a un côté assez enjoué de la musique, en particulier. Je me rappelle, je crois que c'est la fin, où il y a le thème musical qui reprend, alors que vraiment, on a été un peu plombé quand même. C'est un peu lourd ce qui s'est passé, quoi. Et tout à coup, ça revient de façon très enjouée. Et je m'étais dit, ouais, c'est bizarre comme choix. Et en fait, Lumet voulait que son film soit joyeux. Il le dit dans son livre, Faire un film. Il s'est vraiment donné pour qu'il y ait de la joie qui ressorte de ce film malgré un thème quand même compliqué, quoi. Et d'ailleurs, ça se sent dans le jeu des comédiens, je trouve. On sent qu'il y a je pense aussi. Je trouve aussi. Une animation. Déjà, tu sens que avant qu'il y ait l'étau de Poirot qui se resserre, déjà, tu sens qu'il y a une espèce de complicité entre les personnages. Oui. Et du coup, les comédiens aussi. Et à la fin, il y a quand même cette idée de relâchement en fait déjà qui s'exprime filmiquement et par l'histoire, mais voilà, ils arrivent à un compromis, ils arrivent à ce que tu disais de la rédemption en fait à la fin, et du coup il y a non seulement il y a un relâchement, mais il y a aussi l'espoir que en fait leur vie peut enfin commencer pour certains, quoi. On sent qu'elle s'était bloquée au moment où ils ont perdu petite Daisy. On en est au stade où on spoil. Oui, là on a largement spoilé. Et en fait là leur vie en fait peut enfin reprendre en fait. Mais il y a aussi la caméra, tu vois, qui a tendance parfois à suivre certains personnages ou à faire comme un jeu de regard, comme si nous-mêmes on était avec eux dans le train et que on lançait des regards, tu vois, à tel ou tel personnage quand il y a des mots un peu bizarres, tu vois, qui sont lancés, genre je te fais un regard parce que je sais que ça veut dire un truc contre nous, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, et c'est un peu comme s'il y avait une présence avec eux dans le train. Peut-être que c'est la petite Daisy, tu vois, ou sa mère ou son père, toute la famille Armstrong, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce côté-là, et c'est vrai que la fin du film, on a l'impression, tu vois, on va sortir du train, et c'est comme si quelque part, en fait, la vengeance est accomplie, donc cette espèce de présence qui était avec eux s'éloigne, et ça peut être aussi une représentation du deuil qui va se faire dans l'esprit de ces personnages-là, parce qu'ils auront eu ce sentiment de justice qu'ils n'avaient pas pu avoir autrement. C'est vrai qu'il y a aussi des plans qui des fois ils sont pas subjectifs, mais je trouve qu'ils sont limite subjectifs. Dans le sens où la caméra, il y a des moments pendant l'interrogatoire de Poirot où les personnages, par exemple du butler, du majordome, va être debout, il va rester debout pendant tout l'interrogatoire, et en fait la caméra, quand elle va passer sur Poirot, en fait elle va être en plongée comme à hauteur du personnage avec qui il parle, et inversement proportionnel, et quand il va interroger pour essayer de mettre la pression sur certains personnages, il va se lever, Poirot, et en fait la caméra va être au-dessus du personnage comme les Poirot en fait. Donc il y a vraiment ça renforce ce jeu de regard justement
puisque cette caméra devient quasi Il subjective, y a quoi. une scène très parlante qui d'ailleurs est sans doute ce qui a valu à Ingrid Bergman son Oscar. C'est un plan séquence, on ne dirait pas en fait, on le sent pas du tout passer le plan séquence, mais qui dure plus de 4 minutes. Comme toujours avec Oui, Lumet. c'est ça. Qui dure plus de 4 minutes, où en fait c'est l'interrogatoire du personnage de Madame Olson, qui est le personnage joué par Ingrid Bergman, où on se rapproche d'elle, très très près, comme si on était à la place de Poirot, pour montrer à quel point il impose. En fait, il s'approche d'elle pour essayer de lui faire sortir la vérité, quoi. Et à un moment donné, la caméra se déplace et on est plus témoin qu'à la place de Poirot. Et c'est très caractéristique de ce qu'il fait pendant le film, effectivement, une caméra qui est toujours au niveau des personnages. Ce qui d'ailleurs, j'ai dit qu'on n'allait pas comparer, mais ce qui est hyper raté, et ça m'avait frappé dans le remake, où la caméra est surplombante. Et en particulier, juste après le meurtre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un plan dans le film de Oui, t'as une Kenneth caméra Branagh au-dessus, où elle est à 90 degrés, ce qui est complètement antithétique et qui ne sert pas du tout le fait qu'on est dans un espace clos dans lequel on est enserré, quoi. Au contraire, elle est tellement mobile qu'on sent plus du tout l'oppression qu'il y a d'être dans ce train, quoi. Alors que là, oui, dans le film de Lumet, tout le temps. Et ce qui est bien, c'est que dans la nouvelle version, elle est très statique, en fait, quoi. Elle est très statique, sa caméra à Branagh, alors que chez Lumet, moi, je trouve que c'est viscéral. Enfin, il y a plein de Oui. fois où vraiment tu ressens l'émotion des personnages. Tu vois, genre, par exemple, quand t'as Jean-Pierre Cassel qui est interrogé et qui parle de sa fille qu'il a perdue, la caméra qui se rapproche de lui, la façon dont il est filmé, tu sens la peine du gars. Ouais. Tu sens à quel point c'est déchirant pour lui, à quel point c'est dur. Enfin, il y a plein de fois dans le... C'est pareil quand tu vois... c'est plus sur la fin, j'allais dire. Bon, je vais pas trop en parler maintenant. Mais il y a plein de fois où il te fait ressentir le point de vue des personnages. Et tout ça, c'est pour te préparer à la fin. Et à la grande révélation de Poirot qui raconte l'histoire. Et là, c'est intéressant parce que déjà, on a ce personnage de Poirot qui déjà, bon, l'acteur a dû apprendre tout son texte. C'était 8 pages qui devaient sortir en monologue. Oui. Mais pendant qu'on a ce monologue-là, on a des plans sur... tu vois, quand il parle, par exemple, je sais pas, d'un personnage, il va dire, vous avez fait ça, vous êtes en fait lié au Armstrong de telle ou telle façon. Et on voit le personnage qui se fissure, qui craque et qui laisse ressortir sa souffrance quand on met à jour son traumatisme. Et on ressent la peine, tu vois. Et c'est vrai que nous-mêmes, spectateurs, à la fin, on va se finir par s'interroger sur tout ça, parce qu'on est tellement touchés par ce que vivent ces personnages que ça va nous remettre en question, ça va nous bousculer nous-mêmes sur ce qu'on croit savoir, en fait. Ouais, mais ça, c'est appuyé par effectivement cette mise en scène et ces mouvements de caméra, parce qu'en fait, justement, à l'opposé effectivement de Kenneth Branagh, ce qu'il a fait en 2017 sur cette adaptation, c'est en gros, Lumet, il ne bouge sa caméra que lorsqu'il le faut, en fait, que pour appuyer un regard, une parole, pour appuyer le jeu de l'acteur, en fait. Et quand il fait des plans séquences, c'est parce que justement c'est en général c'est des scènes où justement le personnage va se dépouiller entièrement de tout ce qui le protège, toute la carapace qui le protège, et à la fois fait ce jeu de faux semblants. Et tu vois dans par exemple Le Prince de New York, où justement il y a un long plan séquence, et tu le retrouves aussi dans 12 hommes en colère, et à chaque fois c'est pour servir le jeu de l'acteur et le message que transmet, et les émotions que transmet le personnage. Oui. Et c'est jamais au service d'une mise en scène tapageuse, tape à l'œil, grotesque, en fait, qu'on va retrouver dans le dernier, parce qu'en fait la caméra n'est là que pour servir l'ego du réalisateur, en fait. Mais c'est fou parce qu'il arrive vraiment à te filmer ça comme si c'était une baston. C'est-à-dire que quand tu regardes une baston au cinéma, parfois tu as des mises en scène qui vont te faire sentir la puissance des coups. Et là, la puissance des coups que reçoivent les personnages, c'est les mots d'Hercule Poirot. Et paf, par la caméra, tu te prends un uppercut. C'est vraiment hyper impressionnant, ça. C'est vraiment, moi je suis très très contente de pouvoir parler de lui parce que je connaissais pas mal de films, mais je suis super impressionnée de découvrir sa façon de travailler, de découvrir certains films que je connaissais pas qui m'impressionnent, et c'est fou qu'on n'en parle pas plus de ce réalisateur, c'est dingue. Ouais, c'est parce qu'il est un peu, je pense que c'est à cause du fait qu'il n'ait pas participé au mouvement du Nouvel Hollywood, quoi. Oui, il était un peu à côté, effectivement. Et puis, au moment où en plus on lâchait un peu ce cinéma classique de studio un peu
Et ben, du coup, lui, il fait ce film, quoi, Alors, qui est... c'est un homme qui aime le théâtre, Sidney Lumet, et on en parle là de cette scène finale de la révélation. Elle commence, on est à 1h35 d'un film qui dure 2h07, et toute la résolution, c'est la fin, quoi. Et il faut quand même souligner la place que prend la... Donc on a une demi-heure à peu près de monologue en fait, hein, parce que c'est un acteur qui 8 joue, pages. ça c'est 8 8 pages pages. de dialogue. Alors c'est assez beau la façon dont les autres acteurs en parlent, parce que c'était une scène qui était très compliquée pour eux physiquement, parce qu'ils étaient dans un petit décor serrés les uns les autres, assis sur des chaises sans pouvoir bouger. Et en fait, c'était désagréable pour eux, mais ils ont absolument pas râlé, parce qu'il fallait qu'ils soient présents et que toute leur énergie soit mise à soutenir le monologue de Albert Finney, ce que je trouve assez beau comme solidarité d'acteurs. Et donc, on a quand même une scène qui... Donc, c'est un monologue, et Lumet, il aime bien les monologues. Il fait appel souvent où il se lie avec des scénaristes qui savent écrire de très bons monologues. On l'a évoqué dans Network déjà. Et là, on a donc cette réunion de grands comédiens. Et en plus de ça, à la fin, quelque chose qui note encore cette influence du théâtre, c'est le générique, qui n'est pas un générique classique, mais qui est la présentation de tous les acteurs du film qui vont trinquer avec Lorraine Bacall et Jacqueline Bisset. Et en fait, qui fait office de générique de fin, quoi, pour mettre un terme à l'histoire, quoi. Bah, c'est marrant parce que cette scène où il trinque, moi ça m'a rappelé un peu un enterrement où on vient présenter Oui, c'est ses vrai. condoléances en fait. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Et effectivement, en plus, c'est filmé de très proche. Hein. En plus, c'est filmé comme quand tu t'approches de la personne, etc. Mais il y a un truc un peu religieux dans la façon de filmer, parce que par exemple, la scène du meurtre, c'est clairement un sacrifice, un cérémonial, quoi. Il y a un truc hyper, un peu sacré, quoi, dans la Puis tu façon vois, dont la c'est filmé. lumière aussi, il y a quelque chose de très bleu-rouge, un peu mystérieux. Moi, ça m'a fait penser à des vieux films, tu vois, de vaudou, Ouais. où tu avais les beaux corps là, qui étaient là, qui faisaient leur cérémonie et tout. Puis ces trucs un peu bizarroïdes, psychédéliques, tu vois, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est des personnages en fait qui essaient de nous dire que c'est des gens qui sont censés être bien sous tout rapport, qui ont basculé dans voilà, pas la possession, mais dans un côté un peu démoniaque, comme s'ils étaient pris, tu vois, par quelque chose de pas de fantastique, tu vois, mais quelque chose un peu de surnaturel qui quelque part les pousse à faire ça en fait pour se... Bah, quelque part, ils exorcisent leur traumatisme. Hein. Parce que puisqu'on parle de cette scène-là et de ce côté un peu cérémonie du meurtre, en fait, cette scène, c'est un clin d'œil, pas forcément attendu, mais à 12 hommes en colère, puisqu'il y aura 12 coups de couteau qui seront appliqués sur ce pauvre Ratchet, qui l'aura bien mérité, cela dit. En fait, Lumet, il fait plusieurs... Alors, il a quand même un grand thème qui parcourt son œuvre, qui est le thème de la justice. Et on a cette phrase dont tu parlais tout à l'heure, c'est Fay, je crois, je sais plus, qui parlait Oui. qui citait la phrase 12 braves jurés. Ça m'a toujours paru un excellent système. C'est une petite blague de dialogue avec son film 12 hommes en colère. Donc là, on a une autre forme de justice qui s'applique avec cette justice personnelle, en fait, que font ces membres de ce train, quoi. Pour faire le lien avec 12 hommes en colère, c'est que 12 hommes en colère, on avait ce côté un peu est-ce que la justice fait bien son boulot, est-ce que la justice traite de façon équitable les gens, et là on a un peu la même chose où c'est des personnages qui ont été déçus par la justice, parce qu'on apprend justement que dans l'affaire Armstrong, à un moment ce personnage-là avait été, je crois, inquiété par la police ou interrogé, enfin en tout cas il avait échappé à la justice qui avait quelque part mal fait son travail, et donc eux ne l'ont pas supporté, et il y a quelque part, voilà, encore une fois, une remise en cause de la notion même de justice, quoi. La justice soi-disant aveugle, la justice censée être équitable et faire son boulot, encore une fois, c'est remis en cause par le film. Bah, c'est pire que ça, parce que en fait, il y a eu une erreur judiciaire. En fait, ils ont accusé à tort la femme de chambre,
je crois, ça. Oui, c'est vrai. Et en Ouais. fait, elle s'est suicidée, en fait. C'est Paulette. Genre, Et du coup, en fait, ils sont là pour corriger une erreur judiciaire, quoi, limite. Tout à fait. Et c'est une histoire qui avait inspiré Agatha Christie, et donc qui est reprise là et représentée sans doute avec des images que les Américains ont en tête. C'est inspiré de l'affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh, donc, qui était le fils de Charles C'est ça. Lindbergh, le premier à avoir traversé l'Atlantique en avion. Et on retrouve aussi une façon de traiter les journalistes qu'on verra dans Network un peu plus tard. En fait, le film s'ouvre sur l'enlèvement du bébé en question. Et elle est terrifiante, cette scène. J'avais complètement oublié, moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Et je la trouve effrayante, la façon dont elle est filmée. Elle est vraiment hyper angoissante. Et avec cette musique là. exactement. Pas très. Et en fait, ce couple est harcelé immédiatement par des journalistes de façon vraiment dégueulasse, quoi. Et c'est effectivement ce que les Lindbergh ont vécu aussi. Mais tu sais, plus récemment, ça me fait penser aussi à l'histoire du petit Grégory. Ouais. Où pareil, tu vois, harcèlement des journalistes, choses un peu horrifiques et tout. Enfin, c'est vraiment des horreurs comme ça qui se répètent. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire aux auditeurs, bah, même si voilà, c'est des faits un peu anciens, vous pouvez forcément faire un rapport avec des affaires criminelles plus récentes pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux dans ce film. Ouais. Et mais là, d'ailleurs, dans le film, Lumet, il parle il joue avec la morale du spectateur parce que, bien sûr, on se dit que c'est pas bien de tuer quelqu'un et de faire justice soi-même. Enfin, je dis bien sûr, j'en sais rien. Moi, personnellement, je me dis c'est pas cool. Et en même temps, le meurtre originel est tellement abominable que, bien sûr, que t'as envie qu'il soit tué et que t'as pas envie que ces gens-là soient punis, quoi. Mais ça va même plus loin parce que non seulement voilà il y a ce pauvre bébé petite Daisy qui a été tué après que Ratchet ait reçu l'argent, mais en plus de ça il y a eu des dommages collatéraux, à savoir donc la mère de Daisy qui était enceinte, qui a accouché donc avant terme, et elle et le bébé sont morts, et ça a fini par le père qui a mis fin à ses jours, ne pouvant plus supporter tout ce qui se passait en fait. Donc c'est vraiment c'est une tragédie qui va filmer. Plus sa femme de chambre qui se suicide. Voilà, la femme de chambre qui se suicide. Et c'est vraiment filmé de façon, tu vois, très courte, avec pas mal de cuts, avec le côté un peu journaux, tu vois, limite qui tourne comme dans les vieux films, tu vois. Et, Ouais. mais il arrive à Exactement. faire ressortir toute l'horreur du truc. Tu vois le truc, tu vois ça, t'es hyper triste d'emblée. Et puis d'un coup, on passe voilà, sur l'affaire, et ça te met déjà dans les conditions. Tu arrives avec des faits, et qui sont les mêmes faits que Poirot va connaître, que les passagers ont vécu. Et donc, tu arrives en étant égaux ou égal, si vous êtes tout seul, avec les protagonistes de l'histoire. Donc, encore une fois, on est tous au même niveau. Ouais. Ouais, et quand il y a la scène de révélation, ces images vont revenir, en fait. Et ça va être le moment où, justement, où ça va se fissurer. C'est-à-dire que les apparences et les faux semblants vont laisser place à la vraie tristesse du traumatisme ressenti, quoi. Pour la justice, quand même, moi, ça me pose des questions, parce que tu le disais, Charlotte, oui, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais moi, qu'est-ce que je ferais à la place ? Et c'est vrai que moi, j'en viens à me poser la question, parce que je suis hyper étonnée, tu vois, que Poirot, il laisse couler, parce qu'il a tout le film, on te montre qu'il est très droit, tu vois, genre c'est comme ça et pas autrement. Ouais. Et à la fin, limite, tu vois, il valide. Et moi, ça me pose des questions, parce que je me dis, oui, c'est affreux ce qu'ils ont fait. Si c'était mon enfant, qu'est-ce que je ferais ? Mais en même temps, ça me pose la question de justice, c'est-à-dire, est-ce que, si on vit dans une société, est-ce que la justice, justement, c'est pas d'arriver à faire payer la personne, mais de façon équitable, avec les faits étudiés, avec les circonstances étudiées, et en tirer des conclusions pour arriver à un jugement le plus juste possible. Or là, on a des gens qui, je pense, vont sûrement repenser à ce qu'ils ont fait tout au long de leur vie. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils vont, tu vois, être trop contents de ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même pris la vie de quelqu'un. Et ça pose plein de questions morales que je trouve hyper intéressantes. Et au final, le film se finit sur une musique joyeuse, mais pour moi, il est hyper triste, en fait. Ouais, non mais tu peux pas te sentir ok à la fin. Non, tu te sens pas bien à la fin, mais ça pose les mêmes... En fait, la question morale, elle est déjà posée dans 12 hommes en colère. Est-ce qu'on peut... comment on rend justice à quelqu'un
Alors, c'est un peu différent dans 12 hommes en colère. On ne sait pas dans 12 hommes en colère. On vous invite à écouter le podcast dessus. Oui. Il y a quand même une question importante aussi, c'est-à-dire que dans la justice moderne, on met les gens en prison, il y a à la fois comment tu fais payer le criminel, mais au-delà de ça, il y a aussi, quand tu mets quelqu'un en prison, c'est pour protéger la société que ce criminel pourrait récidiver en fait. C'est aussi une donnée tout aussi importante que de faire payer, même plus importante que faire payer le criminel en fait. Et donc du coup, ou apporter aussi un soulagement aux familles de la victime, quoi. Donc, ou à la victime si elle a survécu. Donc là, en l'occurrence, on n'a peut-être pas, on n'a certainement pas le fait de faire payer aux criminels tout ce qu'ils sont devenus pour cette nuit de meurtre, mais par contre, on a le fait de l'empêcher de réitérer et le fait de soulager la famille, quoi. Donc du coup, il y a ces deux thématiques qui sont là, mais effectivement, et ce qui est intéressant, c'est aussi que Lumet, à chaque fois qu'il interroge sur la justice, que ce soit dans 12 hommes en colère, ou après quand il va traiter de la corruption de la police, ou dans ce film, c'est qu'en fait, à chaque fois, il propose un dilemme moral, mais il ne juge pas lui-même. Il laisse le spectateur choisir par lui-même quel positionnement il veut avoir, quoi. Contente de terminer souvent sur le regard du personnage, ou en tout cas te montrer ce que ressentent les personnages, et te laisser avec ça, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que, pour Lumet, j'ai l'impression qu'il nous dit, par la mise en scène et par certains personnages, je pense au personnage d'Ingrid Bergman, que quelque part, seul Dieu peut nous juger. Parce que elle part souvent, justement, elle est très pieuse et tout. Voilà, elle parle souvent soit de Dieu, de machin, et tu sens que même elle est pas très soulagée. Et je me dis que, est-ce qu'au final, il se dit qu'il y a que cette entité extérieure qui est capable de nous juger, et est-ce que quelque part il fait pas de nous public, tu vois, en nous provoquant ce dilemme moral, est-ce qu'il fait pas de nous quelque part cette espèce de force extérieure qui porte le regard sur ces personnages, et qui va, chacun selon ce qu'il aura déduit de sa réflexion, qui va porter le jugement sur les personnages, en fait. Enfin, je sais pas si vous le ressentez comme ça. Moi, pas tellement. Par contre, ce que tu me dis... je me permets de répondre. Ce que tu me dis, ça me fait penser, en fait, dans les cours de tribunal américaines, on fait jurer les personnages à la Bible. Et alors, en ce moment, je suis dans la série The Good Wife, et dans toutes les salles de tribunal de The Good Wife, il y a In God We Trust. Et en fait, la justice américaine, en tout cas, c'est hyper présent. Le côté Dieu regarde, Dieu juge, etc. Et du coup, peut-être que c'est une évocation à ça, le fait qu'il soit 12 jurys, qu'il parle que la présence de Dieu soit manifestée par ce personnage d'Ingrid Bergman, en tout cas de la foi. Peut-être que c'est aussi un écho à ça, quoi. Ouais, mais c'est vraiment quelque chose de très présent dans la culture américaine. Il y a quelque chose du personnage de Poirot qui, je pense, a plu à Lumet. En dehors de la justice, du thème de la justice. En fait, Poirot, il passe son temps à détromper les arnaques. La première fois qu'on le voit, il est avec un officier qui lui explique à quel point Istanbul c'est très beau et que la Sainte-Sophie c'est magnifique, que la traversée sur tel ferry va bien se passer, machin. Et à chaque fois qu'il parle, Poirot le regarde et lui dit vous avez fait l'expérience? Ah bah non, j'ai pas visité la Sainte-Sophie. Ah bah non, j'ai pas été sur le ferry. Et après, il rencontre son ami Bianchi dans un restaurant. Et il explique que tout est faux dans le restaurant et que ça n'est que façade. Donc en fait, il passe son temps à chercher la vérité, Poirot. Et ça, il y a un truc chez Lumet aussi de ça, de la vérité, quelle est la vérité, où sont les mensonges. Par exemple, on avait parlé de Network, mais Network parle de comment est-ce qu'on crée un mensonge sur un personnage, ou en faisant des prétendus documentaires pour en fait faire des émissions à sensation. Dans Serpico, comment est-ce qu'on déjoue les mensonges d'une administration. Et il y a un truc, quand tu parles d'entité divine, en fait, et j'ai l'impression que c'est la vérité, en fait, cette espèce d'entité, quoi. Ce qui est important, c'est moins la justice que la vérité. Hercule Poirot, une fois qu'il a révélé les choses, il a fini son travail. C'est pas lui la justice. Et c'est ça qui est, je trouve, bien chez Lumet, c'est que effectivement, c'est à nous spectateurs de rendre la justice
au personnage en fait. C'est à nous de décider si c'est satisfaisant ou pas, quoi. Ben, ça me rappelle une pièce de Robert Hossein où tous les soirs les gens devaient voter Oui, à c'est la fin vrai. pour savoir si la personne était coupable ou innocente. Coupable, Je ouais. sais plus, Ah, c'était ça, c'est un ça, truc vous- classique de pièces de policière. Moi, j'ai déjà vu des adaptations d'Agatha Christie, Christie. où en fait, ils avaient un peu modifié certains trucs, et chaque soir, le coupable était différent. Enfin, c'est dans l'esprit Agatha Christie, tu vois, mais c'était en mode le coupable était différent chaque soir, et chaque soir, fallait voter pour un des... Et du coup, ils changeaient des micro-trucs, en fait, pour changer les indices, et... Oh, c'est chouette. Mais tu vois, au final, ce film, c'est limite un film interactif, puisqu'il nous implique dedans. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime, parce que à chaque fois, ben, on va réfléchir suivant. Tu vois, quand tu le vois petit, quand tu le vois plus grand, ben, ta façon de voir la justice, ça évolue, de voir la vérité. Et c'est chouette de revoir ce film en ayant à chaque fois un point de vue qui peut changer, tu Ouais. vois. Et Mm. enfin, je trouve ça passionnant, en fait. On a le personnage de Martin Balsam qui est donc le directeur de la compagnie et en fait c'est la voix du spectateur parce qu'à chaque fois que Poirot interroge un personnage il dit ah bah c'est lui, c'est sûr que c'est lui, et à chaque fois il y a un suspect en plus et en fait il parle pour nous, quoi. Oui, à la fois, il est la voix de il a raison. Ils ont tous fait le coup. Bah C'est vrai. Non, mais en fait, je sais que Lumet, il laisse souvent le spectateur seul juge, en fait. Moi, je trouve que c'est l'un de ces trucs de ces films. C'est ce qui m'a marqué particulièrement dans Le Prince de New York. C'est la fin, généralement, de ces films. Il laisse le spectateur seul juge de ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Il montre les faits, il montre les émotions des personnages, les conséquences qu'ils subissent, mais le film ne juge pas, en tout cas. La fin est toujours laissée à libre jugement du spectateur, quoi. Bon, alors donc on va passer à notre point suivant. Alors pour ça, je vais parler de la façon dont le film a été attendu par les spectateurs et les distributeurs. En fait, donc c'est un film qui s'est relativement bien passé. Cela dit, Paramount ne croyait pas tellement au film. Ils pensaient que le style de Lumet était trop vieillot. Et donc ils étaient pas très convaincus et ils ont décidé de sortir le film un dimanche je crois, il y avait 1 ou 2 cinémas de New York. Et la première séance était à 10h du matin. Et donc en fait, c'était vraiment une manière de dire, bon, celui-là, on va pas trop faire attention. Et en fait, à l'ouverture du film, il y avait une file d'attente hyper longue pour entrer. Et le directeur du cinéma... ne s'attendant pas à un succès, était hyper emmerdé parce qu'il n'y avait pas assez d'ouvreurs. Et malheureusement, comme Paramount n'avait pas pris les devants et ne pensait pas que le film aurait du succès, il a été très mal distribué aux USA. Cela dit, il a bien marché dans le reste du monde. Et on en parle encore aujourd'hui et on l'a vu, il a été diffusé quand même quand on était petite et encore aujourd'hui plusieurs fois. Donc c'est quand même un exemple enfin c'est j'imagine un peu une preuve que c'est pas totalement raté. Est-ce que pour vous il a réussi son adaptation, Lumet? Agatha Christie, elle était satisfaite du film, on en a parlé au début. Ah oui, elle l'a validé. Franchement, elle a détesté. Enfin, j'ai lu ça dans une biographie. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai dit tiens, je vais m'acheter une biographie d'Agatha Christie. Voilà, et bref, dedans, elle disait qu'elle avait détesté toutes les adaptations qu'elle avait vues, que ce soit au théâtre ou en film. Et d'ailleurs, il avait fallu la forcer pour qu'elle accepte cette nouvelle adaptation. Je crois que c'est le comte de Mountbatten qui a réussi à la forcer. Oui, qui était le beau-père d'un des producteurs, je crois. C'est ça, c'est ça. Et donc au final, elle était vraiment ravie de cette adaptation. Et moi, je suis plutôt de son avis parce que je trouve que ça respecte plutôt bien le bouquin. Ça apporte un petit truc en plus. Voilà, Lumet arrive on l'a montré, voilà, à mettre de lui dans le film. Il arrive par la mise en scène vraiment à nous placer dans la peau d'un enquêteur. Il arrive à retranscrire, je trouve, le style d'écriture d'Agatha Christie, ce côté un peu j'observe la nature humaine, j'observe la société, qui était quelque chose qu'elle a beaucoup fait, voilà, au début quand elle était dans son premier mariage et qui va l'inspirer justement tout au long de son travail. Vraiment, moi, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est parmi mes préférés. Alors après, j'avais vu par exemple la version qui avait été faite dans la série télé,
qui était Ouais. pas mal aussi, mais la mise en scène était plutôt plate. Il y avait moins de budget. C'était vraiment très télévision en fait. Après, l'acteur qui joue Poirot est très très bon. Je retrouve plus son nom. Suchet, David Suchet, non? David Ouais, Suchet, David voilà. Suchet. Je le trouve très bon. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que on sent que la patte de Lumet manque. Ça manque d'élégance. On a moins ce côté étau dont on a parlé. Et bon, voilà, on va parler de la dernière version qui est alors alors cucu. Je peux pas dire ça autrement, mais c'est cucu. Il rajoute un espèce de drame encore plus appuyé. Personnel. Il y a ouais, les scènes vraiment, où voilà, il y a des scènes où il se confie à une certaine, je crois, Catherine. C'est Oh, mon gênant, Dieu, c'est Catherine. gênant. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il se regarde dans un miroir en fait pendant ces scènes-là, tu vois, il s'admire. Mais il y a vraiment un espèce d'ego démesuré dans cet Hercule Poirot. C'est genre, regardez, je suis trop badass, je suis trop beau gosse, je vous C'est un donne des homme leçons de vie. d'action. C'est genre, à un moment donné, il se met à courir. Enfin, genre, non. Alors que Et Poirot, puis il à la court pas. fin, c'est limite genre, tuez-moi, regardez, je vais vous montrer mon torse, tuez-moi si vous voulez vivre. Ah, et tout. mon Enfin, Dieu. c'est très bizarre. Vraiment, Ça n'a pas de Quand sens, tu- puisqu'en plus, l'arme n'est pas chargée. Mais Donc, oui, non, mais ça n'a c'est pas de vraiment... sens. Tu sais à quoi j'ai pensé quand je l'ai revu? J'ai pensé à The Mask, quand il en fait vachement trop, tu sais, qu'il fait style qui meurt en disant dis au petit Billy que je ne rentrerai pas. Enfin, j'ai pensé à ça quand j'ai vu la scène. C'est En rempli de plus, trucs absurdes en plus, parce qu'à un moment Mais donné, tellement. genre, ils sortent tous les passagers parce qu'ils vont remettre le train qui a déraillé. Alors en plus, je suis désolée, mais quand t'as une avalanche qui tombe dessus sur un train, sur un pont, normalement tout le monde meurt. Hein. Ah C'est oui, arrivé dans des hôtels et de ce genre de situations. Il y a rarement des survivants. Là, comme de par hasard, la neige a juste décalé un peu la locomotive. mais Et c'est par contre, l'ego on a de Kenneth rien à Branagh. péter du pauvre Qui est tombé sur mec le train. qui devait charger la... Les pauvres mecs dans la locomotive, parce que vraiment t'as le mec qui charge le charbon et t'as le mec qui conduit le train. Bah, eux, on en a rien à on foutre n'en qu'ils soient parle morts, pas. hein. C'est Mais parce bref. qu'ils n'étaient pas entourés par l'ego de Kenneth Branagh qui a sauvé tout le monde. C'est ça qui est important à retenir. Non, mais c'est hyper triste. Quand tu vois d'un côté une adaptation, je vous jure, hein, vous faites à la suite les deux, mais vous voyez la différence. Vous avez l'élégance, la beauté magnifique. Et de l'autre côté, vous avez un gars qui rajoute du pathos. Le seul bon truc que je vais retenir de son adaptation, c'est Michel Pfeiffer qui est magnifique, qui fait le rôle joué par Lauren Bacall. Oui, elle est mal filmée, mais elle est quand même magnifique, l'actrice. Je l'aime, Ouais. quoi. Bah, en fait, il arrive pas non plus, même en filmant avec les pieds, il arrive pas à diminuer le talent des acteurs qu'il a, mais c'est filmé avec les pieds quand même. Alors, quand je l'ai vu la version de Branagh, je me suis dit c'est pas bien avec les acteurs qu'il a, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien de faire ça. Mais quoi. oui. C'est mais alors, grossier. Mais ils sont pas mis en valeur. Et dans la version du mai, chaque acteur est mis en valeur. Son travail est hyper bien filmé, hyper bien monté. Enfin, c'est top. Là, c'est plat. T'as Willem Dafoe, le mec, il est dans un coin comme ça, on s'en fout. Il fait une fixation sur la petite Daisy Ridley. Alors, je très bien dans Star Wars, moi, j'aime beaucoup. Mais là, pourquoi faire une fixation sur ce personnage de gouvernante? En quoi elle est plus importante que les autres? Je ne comprends pas. À moins que le vieux pervers de Kenneth Branagh avait des vues dessus, je ne sais pas. En plus, il y a des choses pas logiques, parce qu'à un moment, ils te disent qu'elle a été gouvernante de la petite Daisy et de sa tante, en fait. Et je ne comprends pas. Enfin, elle est hyper jeune. Comment elle peut être aussi la gouvernante de celle qui est mariée donc au diplomate? C'est absolument pas logique ce Le qu'il nous personnage de dit. diplomate aussi, genre un Ah oui. diplomate qui tabasse les gens. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est vraiment bravo la Qui n'a aucune discrétion. patience. quoi. Enfin bref, ouais, Mais- c'est un tissu d'absurdité en fait. Et c'est tout sauf subtil. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Par contre, je sais pas vous les filles, mais quand j'ai vu la version du mai, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Titanic de James Cameron. Parce que Ah tout ouais. le début, quand il monte dans le train et tout, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je verrais bien Kate Winslet là, qui sort de son machin, qui arrive sur le quai. Parce que T'as t'as les tous- classes sociales qui sont réunies. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est T'as vrai. t'as ce bateau qui file. Enfin, je sais pas, je trouve que. Je sais pas, je retrouve ce côté élégant dans la mise en scène, dans les discussions, dans. Bah, chez Lumet, il parle. Alors, j'arrive pas très bien à expliquer tout, mais il parle clairement de mise en scène. On a dit que c'était un type de théâtre, mais t'as vraiment ce personnage de Poirot qui
c'est lui qui met en scène parce qu'il choisit qui apparaît quand, quoi se révèle quand. Et puis il y a la C'est ça. grande réunion de fin qui est vraiment ouais, c'est de la mise en scène quoi. Et ça, bon, c'est aussi dû au genre Oui. du livre, enfin du récit policier quoi aussi. Mais il y a plein de fois, genre un moment où t'as le perso de Laurent Bacall qui arrive, qui fait son show en disant ah, j'ai été attaqué dans ma cabine, j'ai trouvé l'arme et tout. Et le gars, il le prend en disant merci, vous avez magnifiquement bien joué votre rôle et tout. Interpréter votre Et, rôle, ouais, bah oui. Et c'est une ancienne Voilà, et comédienne. la en première plus, fois que ouais. tu le vois, tu peux te dire bon bah elle a bien fait son rôle, c'est-à-dire elle a remis l'arme, elle a fait ce qu'il fallait, et en même temps il dit oui non mais j'ai compris ce que tu fais, tu l'as très bien fait, t'inquiète pas, on va y revenir, tu vois. Et il y a toujours plusieurs couches en fait dans le jeu des acteurs, c'est formidable, c'est formidable. En parlant, là, pour comparer avec le travail de Branagh sur les comédiens qui n'aiment se filmer que lui, dans la version de Lumet, la scène de meurtre, il y avait 2 caméras. Il y en avait une pour les comédiens qui poignardent et il y en avait une qui était en permanence sur Lauren Bacall pour percevoir chacune de ses expressions. Et je trouve ça joli parce que c'est Lauren Bacall, quoi. Donc c'est vraiment. Puis à ce moment-là, alors je sais pas quel âge elle a au moment du film, mais ça doit être parmi ses derniers films. Elle a dû prendre sa retraite. Elle est pas morte après, hein, mais elle a dû reprendre sa retraite pas très longtemps après. Et je dis ça vraiment au pif, hein, parce que ça se trouve, je vais découvrir qu'elle a 40 films derrière. Mais c'est pas une petite jeunette, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez joli Mais de qu'est-ce qu'elle est prendre belle. de l'attention sur elle, quoi. Ah oui, elle a pas mal de films derrière. Mais ça pourrait être une sorcière, justement, dans ce côté un peu, tu vois, le côté maléfique du meurtre, un peu, tu vois, magie et tout. Elle est là, elle se tient comme une sorcière, en fait, une vision de femme puissante. Enfin, je la trouve, mais elle me scotche, quoi. Enfin, elle est impressionnante. Bah, physiquement, son jeu est en fait assez physique. Elle est incroyable, quoi. Elle a vraiment une présence, quoi, pour de vrai. Elle a un charisme naturel. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que ça soit pas con que ce soit Michel Pfeiffer qui fasse ce rôle, quoi. Bah ouais. Ouais. Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de l'adaptation Non, je pense que pour le coup, fait On a a fait tout le dit. tour. Ouais, moi, il y a juste un truc, alors, ça n'a rien à voir, mais enfin, si, rien à voir. C'est bizarre, ça m'a fait penser pendant que je regardais le film, et quand on en parle, ça me refait penser, en fait, moi, plus à la dernière adaptation que je trouve vraiment qui n'a rien à voir, en fait, avec ni le film, ni le livre, moi, ça me fait plus penser Enfin, j'ai plus pensé aux 8 salopards de Oui, Tarantino. de Tarantino. Il y a Avec pas le trop celle côté dedans. pièce de théâtre, en fait, Ouais. Et la huis mise en clos, ouais. abîme, et le côté Ouais. jugement, en fait, aussi. Où justement on joue avec les codes de la justice. Ouais. Mais il y a en plus un côté dit petit nègre dedans, je trouve, dans Les 8 salopards. Ouais. Enfin, il y a vraiment, ouais, je suis assez d'accord avec ta vision, ouais, ça me plaît bien. Ouais. C'est un peu une version tarantinesque d'une pièce d'Agatha Christie, quoi. Ouais. Qui effectivement, Agatha Christie a un côté très théâtral. Voilà. Maintenant, je vais imaginer Agatha Christie en train de danser. Alors, pour conclure, on va se plier à cette horrible habitude des réfracteurs qui est de noter le film sur 10. Non, il n'y a pas du tout de rébellion dans l'équipe des réfracteurs. Alors, Faye, dis-nous ta note. Alors, c'est dur parce que j'adore le film. Et on va dire tout le temps que je mets des super notes. Mais j'ai envie de mettre 9 parce que j'adore le film, mais j'enlève un point pour Hercule Poirot. D'accord. Voilà. Sophie. Ah bah moi c'est pareil. Je mets 8 et c'est parce que j'aime un peu moins Hercule Poirot. Je trouve pas... C'est pas mon Hercule Poirot, on va dire ça comme Mais ça. tu vois, j'ai hésité entre 8 et 9, mais j'ai rajouté un point pour Lauren Bacall parce que vraiment, magnifique. Non, et puis en plus, moi mon préféré c'est Mort sur le Nil. Moi Que ce soit en aussi. roman ou en film. Donc, voilà. C'est vrai qu'il est assez cool. D'ailleurs, quand j'ai vu la bande-annonce du dernier, j'avais envie de hurler et de me jeter et de lacérer l'écran du cinéma où ça passait. Et on aura peut-être Pour vous dire à quel point ça une m'a donné chronique. une émotion violente. Est-ce qu'on aura une chronique sur Mort sur le Nil d'ailleurs? Je ne sais pas. Quelqu'un aura-t-il le courage? Oh, on peut s'amuser, on peut en faire une pour nos activités annexes ou pour les réfracteurs. Je sens qu'elle sera virulente, mais il faudrait déjà s'imposer le film et je suis pas sûre qu'on a envie de se faire ça. Mais... Ouais. Bon, on ne sait jamais. Attends, le dernier là, c'est quoi? C'est Belfast apparemment, était pas si mauvais, donc je ne sais pas. Je préfère regarder les adaptations Il de est la pas BBC. dedans, c'est pour ça.
Non, mais attends, Faye, quand même, avouons que de Kenneth Branagh, on aime bien Beaucoup de bruit pour rien, toutes les deux. Ah oui, j'adore cette adaptation de Shakespeare. Voilà, en plus, il y a Keanu Reeves dedans, donc très bien. Ouais, c'est parce qu'il Il y a Michael Keaton voilà. dedans aussi. Non, mais j'adore cette pièce de Shakespeare déjà et j'aime beaucoup. Je la connais pas, moi. J'avoue que Shakespeare, C'est j'ai très- surtout exploré son côté dark. Elle est très, Allez, très on est en sympa. train de dériver. Moi, je vais mettre la note de 8. J'ai un peu hésité à mettre 7, mais je vois que vous avez mis des notes hautes, donc je vais me joindre à vous, mettre un 8. Parce que quand même, casting magnifique et malgré le... Il a pas l'air comme ça, mais le petit Sydney, il est quand même doué. Donc ce serait pas juste de lui mettre moins que 8. Alors, pour conclure, on vous rappelle que vous pouvez aller consulter les articles des réfracteurs sur le site desrefracteurs.fr. Sur toutes les plateformes de podcast, vous allez retrouvé nos podcasts divers sur les films, qu'ils soient soit en acte d'actualité ou des rétrospectives comme ce qu'on fait là ce mois-ci. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels Twitter et le Discord des réfracteurs. Voilà. Et ben écoutez, merci Sophie, merci Faye d'avoir participé à ce podcast avec moi. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.